Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente les résultats de l'entreprise ASML au cours de l'année 2022. Donc avant d'aller plus loin, la vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil en investissement, je suis un simple investisseur particulier qui vous partage son journal d'investissement boursier. Bon, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, pour faire très simple, il s'agit d'une entreprise qui produit les infrastructures dont vont se servir les fabricants de semi-conducteurs. Donc il est tout en haut de la chaîne en termes de production. Il y a très peu de concurrents dans cela et c'est quasiment le seul producteur au monde, en sachant que celui-ci a une avance technologique pour la production en termes de petite taille de semi-conducteurs. À lui tout seul, il représente 90% du marché mondial de la lithographie, donc il est quasiment monopolistique. Donc le business, pour le résumer, il a un mode très fort sur des actifs intangibles avec une avance technologique importante. Il est quasiment monopolistique. Il a donc un pricing power très important avec une marge brute à plus de 50%. Il a du coup, il sort sur un méga trend qui est nos besoins croissants en semi-conducteurs. Et donc il a une forte croissance organique. Le levier opérationnel, il est présent avec une augmentation de la marge brute opérationnelle ces dernières années et avec des projections qui laissent entendre qu'il y a encore une marge d'amélioration. Il y a une nouvelle génération de semi-conducteurs plus petits dont ASML est le seul à pouvoir produire les éléments pour les fabriquer. Donc il y a un pari associé à cette entreprise que ça sera la technologie majoritaire ou en tout cas essentielle dans la décennie à venir, et donc que les principaux fabricants devront passer par lui pour avoir les éléments pour les fabriquer. Par définition, c'est une industrie qui peut être disruptée à tout moment en fonction de l'apparition éventuelle d'une nouvelle technologie ou d'une technologie moins chère, et donc elle est sous cette menace permanente. En termes de clients, le coût d'acquisition pour de nouveaux clients semble faible puisqu'il y a très peu de clients mais qui sont obligés de passer par lui. Le problème essentiel, c'est donc leur concentration et donc leur dépendance à leur bonne santé économique notamment. On en reparlera un tout petit peu plus tard, mais aussi de l'aspect géopolitique. Donc voilà, en termes de menaces notamment, donc les menaces, on les a déjà dit. S'il y avait une technologie nouvelle, plus puissante ou moins chère, ils se feraient menacer. Leur business model serait en tout cas menacé, voire obsolète. Les règles antitrust, alors comme c'est une activité hautement stratégique et monopolistique, là pour l'instant la stratégie américaine est plutôt de protéger ce type d'entreprise vis-à-vis de la Chine plutôt que de l'affaiblir en la redécoupant. C'est pas une entreprise qui croit sur des acquisitions externes, mais vraiment uniquement sur une croissance organique. Et donc en termes de menaces extérieures, essentiellement il y a ses fournisseurs, elle est très dépendante de certains de ses fournisseurs, et aussi éventuellement sur la géopolitique, puisque un de ses principaux clients, ses principaux clients, c'est TSMC en Taïwan, et donc s'il y avait des événements géopolitiques sur l'île, on imagine que TSMC serait fortement perturbé et donc par ricochet ASML. Alors sur les résultats, donc on voit que sur les dernières années, en termes de chiffre d'affaires, celui-ci est en croissance moyenne de 19% et en termes de résultats nets 23%, avec une marge nette très élevée à plus de 26% pour l'année 2022, là aussi avec une tendance positive. Donc comme je vous l'ai dit, la marge est très élevée dans ce business, comme vous le voyez sur la troisième ligne. Un des éléments à garder en tête, puisque cette entreprise est dépendante de son avance technologique, c'est le coût en recherche et développement qui croît de manière parallèle aux revenus de celle-ci. Globalement,
la marge nette a doublé entre 2018 et 2022, et on voit que les coûts en recherche et développement là aussi ont grosso modo doublé. On voit que le nombre d'unités vendues croît fortement et traduit mégatrend de nos besoins en semi-conducteurs et ainsi que la réservation en termes de valeur. Les projections de l'entreprise sont élevées avec là aussi des scénarios d'augmentation de chiffre d'affaires important, avec une majoration aussi de leur marge parallèlement, et avec un peu plus de distance à 2030, un business qui serait évalué entre 45 et 60 milliards d'euros par an, et avec une marge opérationnelle qui serait encore en croissance. Donc des projections dans le futur très positives, en imaginant que la décennie à venir serait donc très très favorable à nos besoins en semi-conducteurs et notamment à ASML qui est une position centrale. Bon, les bénéfices par action, croissance 24% par an ces dernières années, forte croissance. En termes de free cash flow, là aussi, très positif, avec un free cash flow, une augmentation moyenne de plus de 35%, 37% pour être exact, donc tout simplement énorme. Alors l'année 2021 était une année, comme pour beaucoup d'entreprises, exceptionnelle. Et maintenant, un élément que j'ai tendance à regarder de plus en plus, c'est les distributions d'actions qui sont données au management. Et en fait, quand vous corrigez ce free cash flow, moins les dons d'actions au management, vous avez dans certaines entreprises quand même un pourcentage alors c'est pas du free cash flow puisque par définition c'est des créations d'actions, mais si vous le corrigez puisque c'est virtuellement de la valeur distribuée au management, des fois vous arrivez avec certaines entreprises une part très importante de ce free cash flow finalement qui est indirectement distribué à l'équipe de management, ce qui n'est pas le cas dans cette entreprise où ça reste extrêmement modeste. Le free cash flow yield au cours actuel, il est un peu en dessous de 3%. Bon, la situation de bilanciel, il n'y a rien à dire, il y a une trésorerie nette, donc pas de sujet là-dessus. En termes de redistribution aux actionnaires, l'entreprise est très généreuse avec donc une croissance du dividende de 28% par an, un rendement autour de 1% actuellement, pas de problème en termes de paiement puisqu'on a un payout ratio autour de 41% quand on s'intéresse aux bénéfices nets par action. Encore plus intéressant, c'est le rachat d'actions, puisque vous avez, comme vous le voyez sur le graphique de droite, une nette diminution du nombre d'actions en circulation d'un peu plus de 1,5% par an en moyenne. Et sur le graphique de gauche en bas, vous avez la part du capital retourné aux actionnaires. Vous voyez que le dividende croît, mais le rachat d'actions croît encore plus vite. Et donc vous avez une redistribution des bénéfices de l'entreprise de manière très généreuse aux actionnaires, de manière pérenne. En termes de valorisation, si on s'intéresse plutôt à quelques ratios, donc le PER actuel au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire début février 2023, le PER est autour de 44, la moyenne sur les 10 dernières années c'est d'environ 37, le price to free cash flow c'est 34, donc ce sont des valorisations élevées mais qui traduisent la beauté de l'entreprise et sa croissance attendue. Alors bien évidemment les autres ratios sont pour montrer la beauté de l'entreprise, donc vous avez un ROE à 59%, un ROIC à 42%, marge nette à plus de 26%, donc rien à dire de ce côté-là. Quand j'y applique des scénarios de croissance en termes de earning per share et de valorisation terminale, j'obtiens différents niveaux de valorisation. Donc la valorisation actuelle qui est un peu au-dessus de 600 €, traduit quand même des attentes élevées, à mon sens, sur la croissance des bénéfices par action de l'entreprise, puisque vous voyez globalement, si vous appliquez 25% sur les 5 prochaines années, puis 12% sur les 5 à 10 ans qui suivent, avec un PER terminal de 22, il faut que vous rentrez à 645 si vous attendez un retour d'investissement de 10% par an, alors hors dividende et hors rachat d'actions, évidemment, que j'inclus du coup dans ce cadre-là, dans ma marge d'erreur supplémentaire. Donc c'est vrai que j'attends 10 à 12% sur ce type d'action. Si vous achetez scénario, vous pouvez attendre 10 à 12% avec le rachat d'actions et le dividende en plus. Un élément de note technique, donc train d'haussier, il y avait une belle correction avec un retour sur la moyenne mobile 200 périodes en données hebdomadaires. Là c'est données hebdomadaires et échelle logarithmique.
Moi j'en ai profité pour rentrer à ce moment-là, donc j'ai eu, si on regarde sur ces derniers mois, plutôt un bon timing d'entrée, puisque maintenant il a repris sa tendance haussière, et donc affaire à suivre. Est-ce que c'est transitoire ou est-ce que c'est plus durable? Bon, premier niveau de support sur ce niveau d'investissement autour de 550 €. Voilà. Donc là, effectivement, c'est des gros niveaux, mais moi, ça me permet d'être actif quand ils sont atteints. Alors, les stop loss fondamentales, c'est des éléments qui surviendront dans l'histoire de l'entreprise, qui, pour moi, me feraient sortir de cette entreprise en tant qu'actionnaire. Donc évidemment, la dépendance à son avantage technologique est le principal risque selon moi. Donc s'il y avait un nouvel élément technologique ou un concurrent chinois qui a copié la technologie, j'en sais rien, ça pourrait être une menace importante du business. Les risques géopolitiques sur Taïwan. Donc toute la question, c'est aussi le cycle économique, et notamment sur celui des semi-conducteurs, puisque c'est un business, enfin c'est un secteur a priori très cyclique, et donc bien évidemment ASML, le risque de rentrer sur cette entreprise maintenant, c'est de l'acheter finalement en haut de cycle, et éventuellement il y a un risque aussi de la dépendance vis-à-vis de certains de ses fournisseurs, puisqu'il y aurait peu d'alternatives en termes de technologie, notamment Zeiss, je crois, qui est vraiment un de ses fournisseurs les plus dépendants. Bon, en conclusion, c'est une magnifique entreprise qui sort sur une méga tendance, et peut-être sur la tendance de la décennie à venir en termes de semi-conducteurs. Le gros bémol, c'est donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est sa dépendance à son avantage technologique. Évidemment, c'est plus du tout la même entreprise si elle perd cette avance-là. D'où sa nécessité de garder une avance et de garder des niveaux de recherche et développement élevés. Donc voilà. À titre personnel, un gros bémol, c'est que sur ce type d'entreprise éminemment technique, et comme c'est pas mon cœur de compétence, j'ai clairement pas d'avantage personnel pour savoir si une entreprise est mieux placée pour le disrupter, ou si une technologie pourrait renverser la technologie des semi-conducteurs. Donc je suis obligé de me fier à ce que j'en comprends et ce que me retransmis les médias sur cela. Bon, à titre personnel, donc j'ai une petite position, puisque j'ai simplement une action que j'ai achetée il y a quelques mois, et j'ai plutôt été pas mauvais sur le timing à cette échelle de temps, parce que je suis déjà en plus-value latente de 42%. À titre personnel, donc c'est une ligne que je souhaite renforcer. En termes quantitatifs, probablement une autre action pour l'instant, pas plus, au vu aussi des risques inhérents à ce type d'entreprise que je maîtrise finalement mal en termes de compétences, notamment techniques, même si je comprends, voilà, que c'est une très 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 belle entreprise, bien évidemment. Donc voilà, j'attends un petit repli pour éventuellement me renforcer sur ces actions, en sachant que mon prix d'entrée bas sur ces derniers mois me permet de lisser un PRU peut-être un petit peu à la hausse, tout en ayant une exposition qui me paraît satisfaisante en termes de PRU et en termes de taille de ligne. Voilà, c'est tout pour l'analyse de cette entreprise. Bon, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, bien évidemment. Merci à vous et à bientôt.